Certaines images ne vous auront sûrement pas échappé ces dernières années, car elles ont notamment participé à nourrir de vifs débats concernant l'usage de la violence par les forces de l'ordre. Cette violence est-elle autorisée? Peut-elle être sanctionnée? Voici ce que nous dit le droit en la matière. Pour comprendre pourquoi les forces de l'ordre ont le droit d'user de la violence, il peut être utile de se référer à l'ouvrage Le savant et le politique du sociologue Max Weber, dans lequel il définit l'État comme étant la seule institution à disposer de l'usage légitime de la force physique. Donc, en partant de cette affirmation, l'État est le seul à pouvoir exercer ou autoriser certaines violences, par exemple dans le cadre de ses fonctions régaliennes, comme avec l'armée, la gendarmerie et la police, ou encore dans le cadre privé avec les sociétés de sécurité, les sports de combat, ou même la légitime défense. Par contre, ce droit d'utiliser la violence n'est pas libre et doit s'exercer dans le respect de certaines conditions. C'est le cas pour les forces de l'ordre, police et gendarmerie, qui exercent toutes les deux des missions de police judiciaire et qui ne peuvent pas exercer la violence de manière arbitraire. D'ailleurs, en droit, l'expression de violence policière n'existe tout simplement pas. On parlera davantage de recours à la force, une expression sans doute plus civilisée. Quoi qu'il en soit, ce recours à la force est très largement encadré par différentes dispositions au sein des livres éminemment sacrés que sont le Code de la sécurité intérieure, le Code pénal et le Code de procédure pénale. Ainsi, à la question « La police et la gendarmerie peuvent-elles employer la force contre un manifestant ?» Eh bien la réponse est en principe non. Même si aucun texte constitutionnel français ne consacre la liberté de manifestation, elle est tout de même énoncée dans le droit de l'Union européenne et dans la Convention européenne des droits de l'homme, à condition qu'elle se présente sous forme de réunion pacifique. Cependant, cette même convention pose des limites à la liberté de manifester et prévoit le recours à la force lorsqu'il est rendu absolument nécessaire, soit pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale, soit pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue, soit pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. Donc, est-ce que dans chacune de ces hypothèses, la police et la gendarmerie sont libres d'employer la force? Eh bien, dans une certaine mesure, oui, mais pas totalement, car l'emploi de la force dans chacune de ces hypothèses doit respecter certaines règles. En fait, tout le monde, car l'article 73 du Code de procédure pénale prévoit que dans les cas de crimes flagrants ou de délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement, toute personne à qualité pourra en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Cela peut paraître étonnant car si on applique ce texte à la lettre, n'importe qui sera en mesure d'appréhender un policier en train de commettre un délit, par exemple si celui-ci était en train de dégrader des biens publics ou d'exercer des violences abusives sur un citoyen. Naturellement, je ne vous recommande pas d'essayer ce type d'intervention, étant donné les risques évidents en la matière. Pour la petite histoire, c'est d'ailleurs ce même article 73 du Code de procédure pénale qui a été présenté par la défense d'Alexandre Benalla, un responsable de la sécurité, lui-même accusé d'avoir usurpé la fonction de policier et violenté un couple en participant à leur interpellation au mois de mai 2018. En tout cas, cet article 73 du Code de procédure pénale offre à quiconque le pouvoir d'appréhender l'auteur d'infractions flagrantes, à condition cependant de le conduire immédiatement à un officier de police judiciaire. Selon l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Cet article est remarquable en ce qu'il résume à lui seul les obligations qui pèsent sur les forces de l'ordre quand elles envisagent de recourir à la force. Ainsi, le code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale nous apprend que le policier ou le gendarme doit employer la force dans le cadre fixé par la loi. Seulement lorsque c'est nécessaire et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace. En outre, il ne doit faire usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. Par ailleurs, sachez que si vous êtes appréhendé par les forces de l'ordre, le code de déontologie indique que vous êtes à ce moment-là placé sous la protection des policiers ou des gendarmes et que vous devez être préservé de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. De même, le policier ou le gendarme qui a la garde d'une personne appréhendée doit être attentif à son état physique et psychologique en prenant toutes les mesures possibles pour préserver sa vie, sa santé et sa dignité. Par conséquent, si vous vous trouvez interpellé et n'opposez aucune résistance, notamment si vous êtes menotté, n'importe quelle violence exercée sur vous serait une violence excessive et illégitime.
En cas de non-respect des exigences que nous avons évoquées, les policiers s'exposent évidemment à des sanctions disciplinaires, mais aussi à des sanctions pénales. Par exemple, en cas d'utilisation excessive de la violence, les policiers sont soumis aux peines prévues dans le code pénal, qu'il s'agisse de celles n'ayant causé aucune incapacité de travail jusqu'à celles ayant entraîné la mort. Dans une autre perspective, le code pénal sanctionne aussi l'abus d'autorité, à savoir le cas où les forces de l'ordre accomplissent arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle. Aussi, dans la même idée, le code pénal sanctionnera l'arrestation, l'enlèvement, la détention et la séquestration d'une personne si aucun ordre n'a été donné en ce sens ou si l'acte est effectué de manière arbitraire. C'est d'ailleurs à ce titre que des policiers ont été condamnés le 6 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille après avoir enlevé et violenté un jeune Afghan à la suite d'un contrôle d'attestation de sortie pendant la période de confinement sanitaire. En résumé, gardez en mémoire que les forces de l'ordre ne peuvent avoir recours à la force que si cela est nécessaire et de manière proportionnée, et que si à contrario ils devaient agir de manière arbitraire et disproportionnée, leurs actes tomberaient sous le coup des sanctions prévues par le code pénal. Mais si la nécessité du recours à la force paraît plutôt simple à appréhender, au regard notamment des dispositions de l'article 73 du Code de procédure pénale, comment savoir si l'action des forces de l'ordre est proportionnelle au but à atteindre? Eh bien, tout dépendra effectivement du contexte, qui peut être très variable, mais pas seulement, dans la mesure où le matériel utilisé dans le maintien de l'ordre doit respecter certaines conditions d'utilisation. De manière générale, l'emploi des armes dites non létales s'inscrit soit dans le cadre de la contrainte légitime, sous réserve de la réunion des conditions de nécessité et de proportionnalité que nous avons déjà évoquées, soit dans le cadre de la légitime défense des biens et des personnes, soit dans le cadre de l'état de nécessité, c'est-à-dire face à un danger actuel ou imminent. Dans chacune de ces hypothèses, une instruction du ministère de l'Intérieur publiée en 2014 est venue nous éclairer sur les modalités d'emploi du pistolet à impulsion électrique, du lanceur de balles de défense et des grenades à main de désencerclement utilisées tant dans les services de la police nationale que dans les unités de gendarmerie nationale. Concernant les préconisations d'emploi du taser, l'instruction recommande notamment que si cela est possible, le pointage par faisceau laser doit être privilégié, l'arme étant alors utilisée comme un moyen dissuasif. Que si les circonstances le permettent, la personne soit informée oralement de la possibilité d'usage de l'arme contre elle si elle ne se soumet pas aux injonctions qui lui sont faites. Qu'en cas d'usage, il ne doit pas être répété, sauf objectif de sécurité, et que la tête et le cou ne doivent en aucun cas être visés. Pour finir, que l'état de vulnérabilité de la personne doit être pris en compte, et que toutes les mesures doivent être prises pour sa récupération physiologique une fois celle-ci maîtrisée et entravée. Concernant ensuite l'utilisation du LBD, l'instruction indique que le tireur doit s'assurer que des tiers se trouvent hors d'atteinte afin de limiter les risques de dommages collatéraux, qu'il faut éviter de viser une personne se trouvant dans un état de vulnérabilité manifeste, qu'en cas de tir, le torse ainsi que les membres supérieurs ou inférieurs doivent être privilégiés, avec pour précision que la tête ne doit pas être visée. Enfin, l'état physique de la personne atteinte par un projectile et interpellée doit être vérifié, et quelle que soit la zone corporelle atteinte, un examen médical doit être pratiqué dans les meilleurs délais. Vient ensuite le tour de la grenade de désencerclement, pour laquelle l'instruction préconise cette fois-ci qu'elle doit être lancée au ras du sol en direction du groupe d'éléments hostiles à disperser, que son emploi doit limiter les risques liés aux projections et aux explosions, notamment pour les personnes se trouvant à proximité, qu'après usage et en cas d'interpellation, il convient de s'assurer de l'état de santé de la personne et la garder sous une surveillance permanente. Qu'au besoin, un examen médical devra être pratiqué dans les meilleurs délais et qu'un certificat médical descriptif doit être sollicité. Bien entendu, il ne s'agit pas des seules recommandations faites aux forces de l'ordre et plusieurs autres techniques d'intervention existent. Je mettrai donc pour certaines d'entre elles des liens dans la description. Au final, quelle que soit la méthode utilisée, le recours à la force devra toujours respecter les principes de nécessité et de proportionnalité, ainsi que les préconisations d'usage des armes, sans quoi il relèvera probablement des infractions prévues par le code pénal, pouvant conduire à une sanction sévère de son responsable. Voilà, j'espère que ces explications vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, et que vous comprenez dorénavant mieux le rayon d'action offert à nos gendarmes et policiers dans le cadre du maintien de l'ordre. Ce domaine n'est bien entendu pas le seul dans lequel les gendarmes et policiers doivent respecter certaines obligations, mais celles-ci seront abordées dans de prochaines vidéos, donc d'ici là, surveillez vos droits comme vos lois, et je vous dis à bientôt.